Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut! Je suis contente de te retrouver pour un nouvel épisode, une nouvelle interview aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais te présenter Christian Junot. Christian, c'est un ancien conseiller en placement financier. Il est auteur, conférencier et coach, mais surtout, il est expert dans la relation à l'argent. Alors j'ai découvert Christian et son travail à travers l'écoute d'un podcast, parce que moi aussi j'en écoute, et j'ai énormément accroché avec son approche et sa vision. Et ça m'a tellement parlé que j'ai désiré d'aller plus loin et de lire un de ses livres. Et le livre qui m'a marqué, c'est « Ce que l'argent dit de vous ». Et là, j'avoue, ça a été une grosse claque, une prise de conscience. Et depuis, je l'offre et je recommande ce livre à mon entourage. Je l'ai d'ailleurs offert à mes parents, pour subtilement leur faire partager que peut-être ils m'avaient transmis quelques petites peurs, quelques petites craintes liées à l'argent, et que si moi je travaille dessus, peut-être que ce serait pas mal que, même à leur âge, qu'ils travaillent également dessus. Bref, j'ai contacté Christian et je lui ai proposé une interview sur le podcast, parce que je pense sincèrement que grâce à son livre, j'ai pris conscience, moi, que j'ai beaucoup de croyances qui sont liées à l'argent et qui donc ont été transmises par ma famille, comme je te l'ai dit. Parce qu'en fait, l'argent, pour beaucoup de parents, et c'est normal, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose on veut transmettre, la notion de l'argent à nos enfants, mais en même temps, ça fait l'objet de tabous, de non-dits. Souvent, en tant que parent, on dit à notre enfant, non mais ce sont des histoires de grands, ça ne te regarde pas, et on l'exclut. Donc finalement, ça peut potentiellement brouiller les cartes et les messages qu'on envoie à nos enfants concernant le rapport à l'argent. C'est pourquoi j'ai proposé à Christian de nous en parler aujourd'hui et je suis très heureuse qu'il ait accepté. Sans plus attendre, je te laisse avec l'interview que j'ai eue avec lui. Bonne écoute! Bonjour Christian, je suis très heureuse de t'accueillir sur le podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter brièvement, même si effectivement j'ai déjà un petit peu introduit le sujet et qui tu étais, mais je te laisse te présenter également. Alors merci, bonjour Aude. Alors je dirais que je suis avant tout un être humain en chemin qui essaye jour après jour d'être toujours au plus près de qui je suis, au plus profond de moi, qui essaye toujours de prendre de la distance par rapport au regard des autres pour ne pas me laisser influencer. Et puis je dirais d'un point de vue professionnel, je suis aujourd'hui plutôt reconnu comme un expert de la relation à l'argent en francophonie, dans lequel j'interviens autant pour les particuliers que pour les entrepreneurs, les indépendants, associations, dans toutes sortes de milieux, en francophonie, en Europe et également au Québec. Ok, super. C'est justement pourquoi je t'ai contacté effectivement. Et au-delà de leur relation à l'argent, j'aimerais bien qu'on en discute justement sur qu'est-ce qu'on peut transmettre finalement à nos enfants. Parce que c'est vrai que la valeur de l'argent, en tant que parent, c'est souvent quelque chose qu'on veut transmettre à nos enfants, qu'ils aient cette valeur de l'argent. Et en même temps, paradoxalement, c'est quelque chose de tabou qu'on ne parle pas. On dit non, ce sont des histoires de grands, ça ne te regarde pas. Finalement, comment on pourrait faire pour transmettre cette valeur de l'argent à nos enfants en parlant sainement finalement? Oui. Alors déjà, je suis pas très à l'aise avec la notion de la valeur de l'argent, parce que pour moi, quand on parle d'une valeur, c'est quelque chose de bien plus important que l'argent. L'argent, pour moi, n'est pas une valeur, mais ce que j'entends dans ce que tu veux dire, c'est comment est-ce qu'on peut transmettre que l'argent est quelque chose qui a de la valeur, peut-être, et qu'on peut pas faire n'importe quoi avec. J'imagine c'est plutôt dans ce sens-là. Oui, tout à fait. Que tu l'entends. Alors, j'ai envie de dire, on peut mettre ça, bien évidemment, vouloir transmettre ça à nos enfants, mais pour moi, c'est important de le mettre dans un paquet beaucoup plus grand. C'est-à-dire que pour moi, l'argent n'a pas plus de valeur qu'un bien matériel qui peut être une machine à laver le linge, qui peut être un ordinateur, qui peut être une table, tout ça, parce que tout ça a une utilité et comme l'argent a une utilité. Donc, j'aurais pas envie qu'on en fasse plus pour l'argent que pour le reste, parce que pour moi, ça fait partie d'un respect global des choses matérielles, mais des choses matérielles pas seulement ce qu'il y a à la maison, autant de tout ce qui est de l'ordre du vivant aussi à l'extérieur. Et voilà, je crois que c'est plutôt comme ça que j'ai envie de l'inscrire, en tout cas dans un premier temps, peut-être pour une première réflexion.
D'accord. Ce qui m'a particulièrement marqué quand j'ai lu ton livre, Ce que l'argent dit de vous, c'est effectivement la conscience, finalement, la prise de conscience que j'avais, mon rapport à l'argent en tant Mhm. qu'adulte, Mhm. et finalement, comment je veux le transmettre à mes enfants. Alors, évidemment, je vais inviter toutes les personnes qui écoutent l'épisode, je mettrai le lien en description de ton livre, de ton site, et comment te contacter. Mais si tu devais résumer ça en quelques minutes, comment tu conseillerais de soi-même, comment on peut prendre conscience de notre rapport à l'argent? Mhm. Alors, déjà, nous avons tous un rapport à l'argent. C'est pas parce qu'on n'en parle pas, comme ça n'existait pas, que nous n'avons pas un. Je vais donner un autre exemple, pas très drôle et en même temps il est important. Nous avons tous un rapport à la mort différent, entre être dans l'accueil et dans la peur, dans la crainte, etc. Et ça influence énormément notre vie également. Donc, c'est déjà juste reconnaître cela parce que l'argent est très tabou, donc on fait comme si ça n'existait pas, les histoires d'argent, et pourtant ça prend beaucoup de place dans notre vie. Donc le meilleur moyen d'aller voir ce rapport à l'argent, c'est de s'observer quelque peu. Est-ce que je suis plutôt dans les peurs dès qu'il s'agit de l'argent? Est-ce que comme une grande partie de la population, j'ai plutôt tendance à avoir peur de manquer, des pensées de manque, de peur, et que parfois c'est ce qui est le moteur de mes comportements? Est-ce que je suis plutôt dépensier, un peu compulsif, ou des dépenses que je regrette parfois parce qu'elles sont un peu réactives en quelque sorte, ou au contraire, est-ce que j'ai tendance à économiser, à pas me faire plaisir ou à vouloir garder de l'argent pour me rassurer? Est-ce que quand je fais les courses alimentaires, comment je fais mes choix? Est-ce que je mets la qualité en premier? Est-ce que je mets le prix en premier? Même chose que si je vais au restaurant. Quand je parle d'argent en couple, en famille, est-ce que je suis tendu, je suis relax? Est-ce que je m'ouvre? Ou au contraire, je garde ça pour moi? Voilà, quand je reçois des factures et que je fais des paiements, est-ce que je me sens relax? Ou est-ce qu'au contraire, il y a des tensions qui sont là, où je fais comme si ça n'existait pas, où je m'en occupe tout de suite pour m'en débarrasser? Voilà, toute une série, tu vois, de petits indices parce que nous avons affaire à l'argent à peu près tous les jours, je pense, pour la plupart des personnes, même si l'argent ne le voit plus la plupart du temps, puisque ça se fait sous forme de virtuel, il est quand même bien présent dans nos vies. Et si on ne s'occupe pas de nos questions d'argent, j'ai envie de dire, l'argent va s'occuper de nous. En tout cas, les problèmes d'argent vont arriver chez nous. Et quand j'ai des problèmes d'argent, ce sont autant des peurs. Je ne manque peut-être pas d'argent, mais les peurs auront tellement d'influence sur la manière dont je vais mener ma vie, y compris familiale, ou alors des problèmes d'argent réels, de manque d'argent qui auront aussi une incidence si je néglige les histoires financières aussi. Parce que ça, c'est quelque chose qu'effectivement j'avais pris conscience, encore une fois, à la lecture de ton livre, c'est qu'effectivement, quel que soit finalement, on a tous un seuil à partir duquel on peut se dire, là, je me sens plus ou moins en sécurité, et quelqu'un qui peut avoir beaucoup d'argent peut quand même avoir ses peurs de manquer, alors que factuellement, une personne à côté va dire, mais non, enfin, moi, si j'avais ce même chiffre sur mon compte en banque, j'aurais pas peur à ce point-là. Donc effectivement, on a Alors, chacun notre référentiel. oui, c'est vrai, et en même temps, je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que c'est ce qu'on croit. C'est ce qu'on croit. C'est-à-dire que pour moi, dès le moment où il faut un seuil pour être rassuré, je suis déjà dans un piège. Je Hum, suis déjà un piège, c'est que je suis déjà dépendant de quelque chose d'extérieur. Je peux être serein seulement si une condition est remplie, et si la condition n'est pas remplie, eh ben, je suis déjà pris par cela. Et je peux te dire pourquoi, parce que j'ai eu aussi l'occasion de travailler avec les gagnants de l'euro-million, et qu'est-ce que j'ai pu voir, c'est qu'eux étaient bourrés de peur. Pourtant, ils avaient gagné une grosse somme, donc parfois le fait d'avoir beaucoup d'argent génère encore plus de peur encore plus. que d'en avoir peu ou moyennement. C'est pour ça que tout ça est très personnel. Et la vraie question, je dirais le vrai objectif, en tout cas objectif, je dirais la direction dans laquelle aller, c'est comment rester serein, quelle que soit ma situation financière. Là, ça fait une vraie grosse différence dans une vie, effectivement, parce qu'on peut prendre des décisions à partir d'un endroit plus de tranquillité intérieure plutôt qu'un endroit d'agitation, de peur, où, et je l'ai beaucoup, beaucoup fait, parce que je connais ça aussi, les décisions, elles seront ce qu'elles sont, mais elles sont rarement les meilleures et les plus avisées quand je les fais à partir de la peur. Ouais, comme beaucoup de décisions, souvent, on est Absolument. basé sur la peur, c'est réactionnel et c'est pas souvent positif ce qui en ressort. Justement, ce serait quoi si tu devais donner quelques conseils pour avoir un rapport à l'argent plus serein en tant que parent, pour que justement pouvoir transmettre ce rapport serein à nos enfants? Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller? Ben, je dirais déjà, outre déjà prendre un temps d'observation, comme j'ai dit tout à l'heure, pour un peu comprendre son fonctionnement, ça paraît important. Hmm. De s'ouvrir déjà à l'idée que ce fonctionnement n'est peut-être pas idéal, sauf si je suis absolument serein et tranquille. Et même si j'avais la moitié ou 10 fois moins d'épargne que maintenant, je serais aussi serein et tranquille. Je dis OK, donc le job est déjà fait, c'est parfait.
Et puis si effectivement je vois que ça reste un sujet compliqué, ça reste quelque chose qui est difficile, quelque chose qui a de l'impact et de ma vie et de ma vie de mon couple, voire de ma famille, ben c'est de s'occuper de cela. De s'occuper de cela, donc il y a deux niveaux. Évidemment, il y a l'idée de savoir gérer son argent, mais simplement ce que je vois, c'est que souvent les gens qui mettent le plus de contrôle dans leur argent sont souvent ceux qui ont le plus de peur. Donc c'est pas qu'ils savent pas gérer, mais ils le font à partir de la peur. Donc autrement dit, ça pourrait être d'aller un peu plus loin, dans le sens d'aller au-delà de ses peurs, d'aller en tout cas voir ses peurs, visiter ses peurs. Souvent, ça fait peur d'aller visiter les peurs, et pourtant quand on y va, on se rend compte, c'est pas si sorcier, et que s'en libérer, ça fait une réelle différence. Et ça signifiera, alors évidemment, je peux faire la publicité, j'y venais dans mes ateliers, ce serait sûrement une bonne piste, mais c'est pas la seule, évidemment aussi. Simplement, peut-être aussi déjà juste avoir la capacité de s'observer en train d'avoir peur. Je suis déjà plus pris dans mes peurs. Parce qu'en fond, si je vois qu'une partie de moi a peur, c'est pas tout moi qui a peur. C'est une partie de moi. Il y a de la peur en moi à travers mes pensées. Parce que ce sont vraiment nos pensées qui génèrent de la peur. Ouh là là, j'aurais pas assez d'argent pour ça. Ouh là là, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Ça, c'est les pensées qui génèrent de la peur. C'est souvent bien plus ça que la réalité financière. Donc, dès le moment où tout à coup, je peux observer qu'il y a de la peur en moi, je suis plus pris dans la peur et je peux agir autrement ou essayer de calmer cette peur-là. Mais quand la peur m'envahit, eh ben là, je suis prisonnier de cette peur. Ah bah, les émotions, ça, on sait bien c'est un peu ma spécialité, les émotions. Et effectivement, c'est bien que sous le coup d'une émotion, c'est pas quelque chose de positif qui peut en ressortir. Il faut en sortir. Et effectivement, la peur, c'est aller exploiter le pire des scénarios, aller le voir pour se rendre compte que il y a des leviers d'action, il y a des choses à mettre en place, et qu'effectivement, ça peut induire un changement derrière. Et qu'on se fait beaucoup de films, surtout. Oui. C'est la même chose quand on pense à nos enfants que pour nous, notre argent, c'est pas différent. Tout à fait. Du coup, quel conseil tu pourrais nous donner pour parler d'argent avec nos enfants? Quelquefois, souvent, on exclut les enfants de ce genre de discussion parce qu'on estime que ça ne les concerne pas, mais du coup, on ne participe pas à leur éducation financière de manier l'argent. Comment tu nous conseillerais de parler d'argent avec nos enfants? Alors déjà, peut-être être vigilant aussi avant de parler d'argent, de voir ce qu'on dit déjà sans même se rendre compte. L'expression, j'ai pas la bourse de Rothschild, l'argent ne pousse pas sur les arbres, tu crois quoi? Enfin, tu vois, quand un enfant demande quelque chose, parfois si j'ai pas les moyens, plutôt que de l'expliquer tranquillement, je vais plutôt faire la morale, en quelque sorte. Et voilà, et toutes ces choses-là, où on parle des riches sont des malhonnêtes, enfin tous ces trucs-là qui fait que c'est toutes des choses que je retrouve dans mes ateliers, des personnes qui sont comme influencées par ce genre de commentaires et de remarques. Donc déjà, être vigilant de ce qu'on dit, de ce qu'on partage, parce que effectivement, ça aura une influence. Après, l'autre chose, je pense qu'à un moment donné, aux enfants, c'est important de leur expliquer le fonctionnement d'un ménage sur l'aspect financier. C'est-à-dire, autrement dit, on a des charges fixes qui peuvent être un loyer, qui peuvent être des charges d'électricité ou d'impôts, je ne sais quoi. Il y a des charges variables. Alors peut-être le mot charge, c'est peut-être un peu dire un autre mot que le mot charge d'ailleurs, des frais variables qui sont l'alimentation, puisqu'on voit qu'on a un peu d'influence sur le fait d'acheter beaucoup ou moins en fonction de différents critères, mais ça peut être l'habillement également, donc des choses qui sont indispensables, mais sur lesquelles on a une certaine marge de manœuvre, mais qui sont quand même indispensables. Et ensuite, il reste aussi les loisirs. Il reste des choses pour les loisirs, et si on veut, une fois qu'on peut expliquer qu'il y a tout ça, comment ça fonctionne, les enfants vont déjà comprendre que la partie loisir, eh ben, elle peut être présente plus ou moins ou pas, et puis qu'elle n'est pas non plus sans limite, et que nous avons des choix à faire. On peut dire, ok, peut-être même, tu vois, peut-être toi, t'aimerais qu'on ait plus de loisirs, mais ça veut dire que peut-être qu'on devrait aller dans un plus petit appartement où tu partagerais une chambre avec ton frère ou ta sœur plutôt que d'avoir une chambre chacun. Voilà, est-ce que tu auras envie de ça? C'est, tu vois, juste de montrer que dans chaque choix, il y a des conséquences positives, des conséquences plus inconfortables en quelque sorte. Et donc d'expliquer que ok, si on veut utiliser cet argent pour aller peut-être ici ou faire des vacances là, on ne pourra pas faire ça. Donc, quel choix on va faire peut-être? Alors, c'est pas dans l'idée de créer de la pénurie, dans l'idée de pénurie chez les enfants, parce qu'on peut toujours essayer aussi comment dire ça, d'avoir des idées, en tout cas d'être créatif. Mais c'est plus de montrer que on a des choix à faire, que ces choix à faire font qu'il y a des conséquences, que ça amène une forme de responsabilité. Et je pense que de les inclure là-dedans, ça va les aider à comprendre un peu ce qu'il y a derrière
et même les laisser poser leurs questions parfois dérangeantes peut peut-être nous amener à avoir une réflexion différente aussi, parce que parfois les êtres humains, les adultes peuvent être figés dans leur manière de faire comme c'est la seule et unique manière de faire. Et les enfants, parfois, à travers leurs questions, peuvent des fois nous interpeller aussi et peut-être nous amener à nous poser de bonnes questions, peut-être changer une deux choses. En fait, finalement, de ce que j'entends, de ce que tu dis, ce que tu partages, je fais le parallèle exactement avec la façon dont je vois moi la parentalité et accompagner mes enfants, notamment l'établissement de nos règles de vie. C'est finalement les inclure dans la création des règles pour qu'ils les fassent siennes. Et de la même façon, finalement, c'est des inclure dans la discussion de le mode de fonctionnement. Voilà, on a une enveloppe globale. Il y a des parts, comme tu dis, des frais qui sont fixes. Et ça, voilà, c'est entre guillemets non négociable. Faut avoir un toit au-dessus de la tête, de l'eau, un peu d'électricité, du chauffage. Et il y a les parts variables et de les inclure dans les choix et les conséquences que ça peut avoir. Donc, c'est une forme de responsabilisation, en fait, dans la discussion. Et surtout, cela doit vraiment être fait dans un esprit constructif et informatif, surtout pas dans l'idée de faire peur ou de montrer aux enfants qu'ils doivent pas demander des choses, se retenir, parce que je vois beaucoup trop d'adultes qui n'ont rien osé demander parce que peut-être une fois ils ont été mal reçus, qu'ils ont demandé quelque chose, parce qu'au fond les enfants ne connaissent pas forcément la réalité non plus financière des parents, la plupart ne le connaissent pas. Donc c'est bien qu'ils puissent demander des choses, ils ont été mal reçus et depuis ils n'osent plus rien demander, et même adultes ils n'osent encore rien demander parce qu'ils ont encore cette sorte de traumatisme ou cette perception qu'ils n'y ont pas droit en quelque sorte. D'où l'importance que, en tant qu'adultes, nous on assainisse notre rapport à l'argent, notre relation à l'argent, pour effectivement pouvoir derrière la transmettre la plus sainement possible. Tout à fait. À nos enfants. Tout ce qu'on fait comme déblayage nous-mêmes, c'est effectivement tout ce que, mais sur plein de domaines, pas seulement sur la relation à l'argent, c'est tout ce que nos enfants n'auront pas à vivre en tout cas. Donc c'est vrai que c'est un cadeau et pour nous et pour eux. C'est ça. On avance. Enfin, le podcast s'appelle "S'élever en même temps que son enfance", et voilà, on grandit en même temps qu'eux. Et ça, je trouve ça chouette. Pour toi, à partir de quel âge on peut vraiment commencer à avoir cette discussion et cette inclusion avec notre enfant? Tu vois, déjà une chose que je trouve intéressante, c'est que moi, quand j'étais enfant, je me souviens que j'allais au magasin avec ma maman. Au moment où on payait avec du cash, donc on donnait de l'argent, on recevait des fois un peu de monnaie en retour. Mais si tu veux, il y a déjà cette chose visible entre j'ai acheté quelque chose et je donne quelque chose en retour. Et ça, on ne le voit plus aujourd'hui avec les cartes, en tout cas pour beaucoup. Et moi, je suis quelqu'un qui ne suis pas contre la modernité, mais je pense malgré tout que revenir un peu plus de cash, c'est déjà, ça me met déjà plus de conscience sur ce qu'on fait, parce que au moment où je sors des billets, je vois ce que je sors. Au moment où je mets ma carte dans un appareil, quel que soit le montant, c'est le même code, ça ne change rien du tout. Mais simplement, ça donne aussi un peu de la visibilité aux enfants. Donc, je leur montrerai un peu comment ça fonctionne assez vite, sans forcément les responsabiliser vite, parce que c'est important qu'ils puissent rester des enfants avec leur insouciance. Et tu vois, pas à un moment donné, tout à coup, qu'ils doivent commencer à porter des problèmes qui sont des problèmes d'adultes. Donc, c'est pour ça que ça demande d'être vraiment vigilant à cet endroit-là. Entre une fois, informer, montrer, et puis qu'il y ait vraiment de l'espace pour la discussion, si les enfants ont des discussions, de voir ce qui se passe pour eux. C'est vrai que ça, c'est vraiment très important, je trouve, et c'est une réflexion qu'on s'est faite cet été avec mon mari, c'est que le fait effectivement que l'argent soit devenu dématérialisé, que ce soit avec la carte bleue, la carte sans contact, même les achats PayPal ou autres, où c'est tout préenregistré, il n'y a plus qu'à appuyer et envoyer. Même pour nous déjà, on n'a plus cette notion réelle de l'argent. On s'est dit, mais mince, à un moment donné, ma fille est revenue, on était dans un camping et elle est allée à la supérette avec la carte acheter l'apéritif pour le soir. Et elle voulait, tous les jours, elle aimait bien parce qu'elle était responsabilisée, donc tous les jours elle voulait y aller. Je dis, mais tu te rends pas compte, Choupinette? Enfin, il y a un moment donné, on peut pas y aller tous les jours. Voilà, les tarifs, en plus, dans une supérette d'un camping étaient beaucoup plus élevés. Et on s'est dit, mais mince, en fait, finalement, ils n'ont pas cette notion, parce que quand on leur apprend à l'école, que ce soit dans une pédagogie Montessori, ou même je vois maintenant, mes enfants sont dans une école publique, ils sont aussi beaucoup dans la manipulation des nombres pour vraiment comprendre. Et je me rends compte que finalement, pour ce qui concerne l'argent, ils manipulent pas les billets, les pièces. Donc finalement, ton conseil, ce serait de peut-être doucement les introduire par la manipulation et manipuler l'argent liquide et voir combien on leur rend et pour se rendre compte, c'est ça? Alors, en tout cas, je dirais que dans certaines situations, toi, prenons l'exemple que tu partages, on pourrait très bien dire, tiens, pour la partie apéro et tout ça, on va mettre dans une enveloppe un certain montant, puis comme ça, on peut toujours voir ce qui reste, tu vois. Et en même temps, là, on fait des choix et encore une fois, ils vont vraiment vivre l'expérience de
ce qu'il y a, ce qui reste, etc. Et de le comprendre, je veux dire, presque physiquement parce qu'on le voit. Mmh. Et c'est dans ce sens-là, je suis pas en train de dire qu'il faut se remettre des enveloppes pour tout, mais en tous les cas, ou alors ça pourrait être avoir un cahier, puis on a un chiffre et puis on fait de la déduction, enfin un petit travail de calcul aussi, et leur montrer aussi, ça peut aussi être une manière de faire, mais simplement, mais je trouve que justement revenir de temps en temps à de l'argent matière, je pense que c'est nécessaire. Certains aimeraient supprimer l'argent, c'est une grave erreur. Je pense et je souhaite qu'ils n'y arrivent pas, parce qu'encore une fois, je pense que c'est encore une manière de nous déresponsabiliser aussi. Oui, complètement. C'est vrai que c'est ce système d'enveloppe, effectivement, là, j'y avais pas pensé, effectivement, pour ce cas précis du camping, mais on a une tirelire chez nous, toutes les ventes d'occasion qu'on fait, des affaires des enfants, on le met dedans et ils savent que ça, c'est de l'extra. C'est tout ce qu'il y a dedans, ça nous servira peut-être pour aller au parc d'attractions, pour aller au cinéma, et effectivement, ça leur donne une notion qui est, à mon sens, importante. Il faut effectivement qu'ils puissent manipuler. Après, alors mes enfants sont pas encore tout à fait concernés, tu vois, ils sont encore petits, mais je me dis que ça peut être une question qui peut intéresser les parents qui écoutent le podcast. Tout ce qui est question de l'argent de poche. Toi, ta vision à toi pour avoir un rapport serein à l'argent, qu'est-ce que tu en penses de donner de l'argent de poche à un enfant? Alors, on a un petit peu parlé du coup avec le système des enveloppes. Je pense que peut-être ça va raccrocher les wagons. Mais j'aimerais te poser la question, qu'est-ce que tu penses de l'argent de poche et si c'est une bonne ou une mauvaise chose à faire avec les enfants? Alors, personnellement, je pense que c'est plutôt une bonne chose à un moment donné de donner de l'argent de poche. Alors, j'ai pas d'idée exacte de l'âge, il n'y a pas un âge juste ou pas, je crois pas. Mais encore une fois, c'est de leur permettre de vivre leurs expériences. Et vraiment, là où j'insiste par rapport à l'argent de poche, c'est que très vite, souvent les parents, dès qu'ils donnent de l'argent de poche à leurs enfants, une partie d'entre eux aimerait déjà que les enfants l'utilisent d'une certaine manière. Donc, autrement dit, on aimerait que les enfants se comportent en adultes. Et Dieu sait s'il y a beaucoup d'adultes qui n'arrivent pas à se comporter de manière raisonnable avec l'argent. Donc, comment ose-t-on attendre des enfants qu'ils le fassent? Donc, c'est quand même important de le voir aussi. Et pourquoi je trouve ça important? Parce que je pense que c'est plus facile d'accompagner les enfants en disant, ben oui, peut-être une fois, il va peut-être foncer au magasin ou à la boulangerie, s'acheter des bonbons, des trucs comme ça, un paquet de bonbons. OK. On peut voir que c'est peut-être pas la manière dont on préfère en tant que parent. Et puis à partir de là, peut-être qu'on va réguler ou régler, dire, OK, voilà, il s'est passé ça. Qu'est-ce qui fait que tu avais autant envie que ça? Et peut-être tu mangeras 2 bonbons par jour et pas plus. Là, en tant que parent, on peut amener des règles, parce qu'on parle d'hygiène de vie en l'occurrence. Hein. Mais en même temps, ça sera plus, plutôt que de dire c'est pas bien d'avoir fait ça, ça serait plutôt de l'inviter à discuter avec. Qu'est-ce qui fait que tu as acheté tous ces bonbons? Pourquoi c'était important pour toi? Tu vois, essayer de le comprendre, surtout sans essayer de le changer, parce que je pense que c'est important. Et puis, et si plutôt tu essayais d'une fois d'en acheter juste 2, 3 pour voir, enfin, on peut suggérer des choses, mais vraiment, apprenons-leur à faire les expériences. Parce que une fois qu'ils voient qu'il n'y a plus d'argent de poche et qu'ils doivent attendre un certain temps, eh ben, ils vont apprendre une chose de la vie qui s'appelle la frustration. Et la frustration, potentiellement, on en vit tous aussi. Et là aussi, c'est important. C'est à coup, ben, il n'y a pas d'argent pendant un certain temps. Ben, ils vont apprendre à gérer cette frustration, à vivre avec, en tous les cas, le mieux possible. Et comprendre peut-être que de là, ils vont un peu changer leur manière de faire ou pas. Mais simplement, si tu veux, moi, je trouve que c'est important que ça soit un objet de discussion. Et ça peut être la même chose, de discuter aussi qu'un enfant qui ne s'achèterait jamais rien. Ok, qu'est-ce qui fait que tu ne t'achètes jamais rien, tu ne te fais jamais plaisir, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Moi, je vois ça avec mes petites filles aussi. Une avait vraiment tendance à tout garder, l'autre plutôt à dépenser plutôt. Et c'était impressionnant déjà. À 6, 8 ans, comme ça, il y avait déjà, quand il y a un petit peu d'argent, il y avait déjà ce côté de l'une et de l'autre. Mais vraiment que ce soit juste une discussion ouverte, quel que soit le comportement. Pourquoi je dis ça? Parce que si on reçoit une éducation trop rigide là-dessus, le jour où tout à coup ils vont commencer à gagner leur premier argent, en général ils risquent de faire n'importe quoi. Ils risquent de faire n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas vécu leur expérience. Et soit on va rester comme ça fermé, mais à partir de peur, ou alors on va tout claquer parfois, parce que c'est comme si c'était une série de frustrations accumulées qui fait qu'on va se lâcher. Et je pense qu'on peut vraiment éviter cela justement en les laissant faire leurs expériences et d'en faire un objet d'échange, de parler de nos propres comportements, des leurs, encore une fois, mais toujours dans l'esprit d'ouverture, pas dans « moi je sais ce qui est juste pour toi ». J'aime beaucoup parce que finalement, ce que tu dis, c'est que l'argent de poche, si on prend cet exemple-là précisément, c'est effectivement de se dire c'est une expérience pour l'enfant.
C'est de le laisser ne pas induire notre propre façon de gérer, nos propres peurs, notre propre relation, et de lui laisser faire son expérience, l'accompagner dans apprendre les conséquences, de pas se faire plaisir ou de trop se faire plaisir et de devoir effectivement après vivre de la frustration derrière pour non, j'en ai plus, donc comment je récupère un petit peu d'argent pour pouvoir effectivement me faire plaisir. Finalement, c'est ce que je perçois du message que tu fais passer, c'est que l'argent n'est pas une finalité, l'argent n'est qu'un outil, n'est qu'un moyen de dialogue, de communication, de connaissance de soi, d'apprentissage, exactement. Ouais, c'est vraiment ça. Comme ça pourrait être d'autres choses. Et puis, je sais pas si tu voulais poser la question, mais je trouve qu'un peu plus grand, c'est intéressant aussi de pouvoir peut-être commencer à donner quelques responsabilités aussi. Nous, on a fait ça avec nos enfants. À un moment donné, on leur a donné le budget habillement, à part les gros habits, que la combinaison de ski, le truc comme ça, parce qu'on habite au pied des stations de ski. Mais pour le reste, voilà, aussi, pour leur apprendre aussi à gérer cela. Alors, c'était amusant de voir que voulait des habits de marque. Il achetait très peu de choses et puis plutôt cher. Ma fille achetait plutôt des petites choses, plutôt voilà tout ça. Mon fils finalement qui achetait des habits de marque s'est rendu compte par lui-même qu'il trouvait que c'était comme trop cher pour ce que c'était, puis que il a fait ses expériences tout seul. Alors qu'avant, tant qu'il n'avait pas ce budget-là, c'est lui qui réclamait ça. Tu vois, il fallait qu'on donne cet argent pour ça. Il aimait pas la frustration. Nous, on a plutôt dit voilà normalement ce qui serait le prix normal selon nous d'une paire de baskets. Si tu veux quelque chose de plus, tu vas te débrouiller pour trouver l'argent. Voilà. Donc, ce qui va me demander, c'était aussi de responsabiliser et là, aussi de faire ces expériences. Alors, évidemment, après, c'est aussi de discuter s'ils sont OK avec les montants, comment ils le vivent et tout ça. Bien évidemment, par rapport aussi à la situation financière de chacun. Hein. Mais là aussi, je trouve que c'est aussi une manière de responsabiliser les personnes. Et ce sont déjà des expériences qu'on peut vivre aussi qui seront de manière apprenante. Oui, parce que de toute façon, comme tu le dis, effectivement, c'est que demain, quand nos enfants seront grands et qu'ils auront leur propre argent et qu'ils pourront gérer, mais ils auront déjà eu ces premières expériences. Ils feront pas comme moi j'ai pu connaître. Et si mes parents écoutent l'épisode, oui, ils savent bien que l'enveloppe du départ, je l'avais claquée. Et on va manger des pâtes, puis pas beaucoup à la fin du mois. Parce qu'effectivement, il n'y a pas eu cette expérience. Faut bien l'apprendre à un moment donné. Donc autant que ce soit pendant notre enfance avec le soutien des parents. Donc effectivement, non, j'aime beaucoup ton approche et je te remercie beaucoup du temps que tu as consacré à cet échange, vraiment de remettre l'argent pour ce qu'il est, un outil, un moyen. Et j'aime bien ta façon de voir les choses, que c'est effectivement c'est un outil de connaissance de soi et de possibilité de communication avec nos enfants, de pouvoir discuter et d'accompagner des expériences supplémentaires. Et peut-être une chose aussi qui me trouve importante avec les enfants, c'est aussi de montrer que l'argent peut aussi être une possibilité de contribution. C'est-à-dire qu'on peut voir qu'on peut contribuer à une association, à un projet qui n'est pas pour nous, qui est pour l'extérieur. Peut-être expliquer aussi à quoi on va contribuer, éventuellement les inclure, c'est à quoi ils ont l'élan de mettre quelque chose de leur argent, alors sans les obliger, encore une fois, juste dans l'ouverture. Et à partir de là, je trouve que là aussi, ils vont découvrir aussi un autre aspect. Et peut-être même si on paye une association, c'est en train de donner une nouvelle. Regarde, voilà ce que ça a permis, tu vois, vraiment de rendre ça vivant. Parce que je pense que c'est important aussi qu'on puisse voir aussi que c'est aussi un objet de solidarité potentielle. Voilà, et ça, je trouve ça aussi, c'est aussi un autre regard qu'on peut donner sur l'argent. Oui, surtout, l'argent a cette image de quelque chose de très égoïste, de très unitaire, comme tu le dis. Au contraire, si on lui associe l'idée de solidarité derrière, on rebalance un petit peu, on rééquilibre un peu cette image qu'on peut avoir. Et que non, l'argent, c'est pas un gros mot, c'est pas sale, c'est pas quelque chose de négatif. C'est neutre finalement. En fait, ce que je retiens de ton livre, c'est juste neutre. On en fait, c'est ce que nous on en fait. Absolument. C'est comme toute invention, si tu veux. C'est comme toute invention. Ouais. Super. Écoute, merci beaucoup. Merci Christian pour cet échange. Je vais faire un petit résumé d'un article. Je mettrai le lien en description de l'épisode et je mettrai les liens qui te concernent si on veut pouvoir aller plus loin, te contacter ou lire tes livres, chose que j'encourage fortement parce que c'est vraiment très, très instructif pour soi et puis pour se questionner pour nos enfants. Merci beaucoup Christian. Merci Maud. Merci, au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode ou bien dans sa retranscription sur le site merrecredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou, si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire
et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'envoyer un message privé si leur plateforme d'écoute ne le permet pas. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!